Bonjour, je me nomme François Lépine. Je suis membre de l'Association du Québec à Compostelle dans la Naudière. Cette présentation portera sur les événements qui ont forgé notre perception du pèlerinage de Compostelle dans les 2 derniers siècles. Elle s'intitule « La Renaissance de Compostelle de 1879 à nos jours ». Mais tout d'abord, pourquoi avoir choisi 1879 comme point de départ? Tout simplement à cause des événements ayant eu lieu en 1589 à La Coruña. La Coruña est un important port de Galice, situé à une cinquantaine de kilomètres de Santiago à vol d'oiseau. C'est à peu près la même distance que Fisterra ou Muxía. La Coruña est la capitale de la province du même nom, qui inclut Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1589, une flotte anglaise de 23 000 hommes, dirigée par Francis Drake, attaque ce port dans le contexte de la guerre anglo-espagnole qui durera de 1585 à 1604. La ville n'est défendue que par 1500 personnes, surtout des miliciens, dont des femmes. L'une d'entre elles, Maria Pita, s'illustre lors d'un assaut anglais en tuant de sa lance le frère de Francis Drake. Les Anglais, après avoir dévasté la région et détruit de nombreuses églises, battent en retraite ayant subi de lourdes pertes. On trouve en face de la mairie de la ville une statue de Maria Pita, symbole de la résistance de ses habitants. Craignant une attaque sur sa ville, l'archevêque de Santiago, Juan de San Clemente, évacue les trésors de sa cathédrale pour les mettre en sûreté. Mais il décide plutôt de cacher dans son église les reliques de Saint Jacques et de ses 2 disciples. Espérant ainsi rassurer ses concitoyens, il déclara, selon la légende, « Laissons le saint apôtre se défendre, et il nous défendra ». Il mourut en 1602 sans avoir révélé l'endroit où étaient cachées les reliques dans la cathédrale. C'est lui qui fit modifier le système de support du Botafumeiro, tel qu'on le connaît aujourd'hui, car il était un grand défenseur de cette coutume qui était déjà contestée à l'époque par certains. Mais pourquoi San Clemente n'a-t-il pas révélé là où il avait caché les reliques, bien qu'il soit mort 13 ans plus tard? Plusieurs réponses sont possibles. La guerre avec l'Angleterre ne se termina qu'en 1604, soit 2 ans après sa mort. Peut-être craignait-il une nouvelle attaque anglaise? Mais il n'y eut pas d'autre attaque anglaise en sol espagnol après 1589. Une autre crainte de l'archevêque serait due au roi d'Espagne lui-même. Philippe II raffolait des reliques de saints. Il fit construire l'Escurial, un palais et un monastère dans lequel il accumula plus de 7000 reliques. En 1571, il fit inspecter le tombeau de Saint-Jacques dans son désir d'y amener les reliques du patron de l'Espagne. On peut évidemment supposer que l'archevêque de Santiago s'opposait à cette demande et qu'il aurait préféré les garder cachés, prétextant une autre possible attaque anglaise. Cependant, même après la mort de Philippe II en 1598, les reliques ne réapparurent pas. Une dernière possibilité serait liée au vœu de Santiago, un impôt que devaient plusieurs villes d'Espagne à la cathédrale de Compostelle. Cet impôt était dû à l'intervention supposée de Saint-Jacques lors de la bataille de Clavio, sauvant les royaumes chrétiens de la menace musulmane. À cette époque, plusieurs villes refusèrent de le payer en contestant l'existence même de cet événement. S'ensuivit plusieurs procès qui exigeaient des preuves, incluant la vérification de l'existence même des reliques. Le fait de les garder cachées rendait vaine toute tentative de vérification et de contestation de l'historicité des reliques. Quelle qu'en soit la raison, les reliques disparurent et au fil des siècles, l'absence de ces reliques finirent par mettre à mal le culte de Saint Jacques à Compostelle. Mais revenons un instant à la Coruña. C'est une ville magnifique, sur une presqu'île échancrée avec de superbes plages de sable blond. On y trouve un très joli musée, regorgeant d'objets d'or de l'époque de l'âge du fer, dans un ancien fort protégeant l'entrée du port. On y trouve également la tour d'Hercule, une tour de guet de l'époque romaine située dans un superbe parc au bord de la mer. On y retrouve aussi une grande promenade tout le long de la côte agrémentée d'œuvres d'art. Mais me direz-vous, qu'est-ce que tout cela a à voir avec Compostelle? Tout! En fait, la Coruña et le port de Ferrol sont les points de départ de la Via Ingles, qui permet de se rendre à Santiago en 2 ou 3 jours de marche. La Via Ingles, le chemin des Anglais, tient son nom du fait que de nombreux pèlerins anglais se rendaient à Compostelle par voie maritime plutôt que de s'y rendre à pied après avoir traversé la Manche. Mais en fait,
Il n'y avait pas que des Anglais qui utilisaient les transports maritimes pour aller révérer Saint-Jacques. Une forte proportion de pèlerins vivant près des côtes ou des cours d'eau navigables préféraient ce mode de transport plus rapide et relativement moins dangereux que le transport à pied sur les routes parfois infestées de brigands ou d'armées à une époque où les guerres étaient fréquentes. Des témoignages de pèlerins mentionnent jusqu'à 80 navires ancrés dans le port de la Coruña, dont certains pouvaient contenir jusqu'à 400 personnes. Ces navires restaient au port pendant une semaine, le temps que les pèlerins puissent faire l'aller-retour à Santiago. Une taxe était levée par les autorités de Compostelle sur chaque navire y accostant pour amener des pèlerins, et ces montants constituaient une part non négligeable des revenus de l'archevêché. L'expérience actuelle d'un pèlerinage sur le Camino Frances se compare peut-être en 2 points avec celle vécue au Moyen Âge sur la Via Ingles. Tout d'abord, nous envisageons actuellement les chemins de Compostelle comme des voies ayant un point de départ précis pour se rendre à Santiago, alors qu'au Moyen Âge, les gens partaient de chez eux pour s'y rendre. Les pèlerins du Camino Ingles, eux, partaient tous de 2 points de départ bien définis, la Coruña ou Ferréol. Deuxièmement, de nos jours, on n'est jamais seul sur le Camino Frances. Cependant, les récits des voyageurs allant à pied à Santiago qui nous sont parvenus du Moyen Âge parlent essentiellement de solitude. Mais sur le Camino Ingles, pendant la saison de navigation, ce chemin devait être fort achalandé, compte tenu du nombre de bateaux présents au port et du peu de temps alloué aux pèlerins pour visiter Saint-Jacques. Ne snobez pas la Via Ingles. La Coruña vaut le détour, au même titre que Fistera ou Muxia, même si elle n'est pas chargée du romantisme de la fin del terra. À la fin du 19e siècle, le pèlerinage de Compostelle se meurt. Depuis longtemps, la conception de la spiritualité catholique a évolué vers une intériorisation de la pratique religieuse plutôt que vers le concept de pèlerinage. De plus, l'absence des reliques de Saint-Jacques jette une ombre de doute sur la présence réelle des restes du saint à Compostelle. C'est à cette époque que l'archevêque de Compostelle, le cardinal Miguel Paya y Rico, décide d'essayer de retrouver les restes du saint présumément enterrés quelque part dans la cathédrale. Menées dans le plus grand secret, les fouilles révèlent une cache située derrière le grand autel et contenant les restes très dégradés de 3 cadavres, dont un relativement âgé. Des scientifiques de Compostelle sont mandatés pour évaluer cette trouvaille. Ils concluent que ces restes sont très anciens et pourraient avoir appartenu à Saint Jacques et ses 2 disciples. La Sacrée Congrégation des Rites est saisie du dossier et remet un rapport au pape en 1884. Comme certaines réserves sont exprimées dans ce rapport, Léon XIII demande une nouvelle évaluation du dossier au cardinal Agosto Caprara. Caprara se rend alors à Pistoia, en Italie, où se trouve une relique de Saint Jacques et une certification d'authenticité attribuée à Diego Gelmírez, le puissant évêque de Compostelle dans les années 1120 à 1140. Cette relique était un fragment de l'os hypophyse mastoïde droit qui se serait détaché du crâne alors que Gelmírez voulait simplement y enlever une touffe de cheveux. Or, à un des crânes retrouvés dans la cache, manquait ce fragment d'os, ce qui confirmait que ce crâne était bel et bien celui qui se trouvait dans la cathédrale du temps de Gelmírez. Devant cette conclusion, Léon XIII publia la bulle Deus Omnipotens le 1er novembre 1884. Une partie de cette bulle se lit comme suit. Si la sentence portée par le cardinal archevêque de Compostelle sur l'identité des reliques qui ont été trouvées au centre de l'abside de la grande chapelle de la basilique métropolitaine et qu'on dit être de Saint Jacques le majeur apôtre et de ses disciples Athanase et Théodore doit être confirmée, nos chers fils, les cardinaux et les prélats officiaux ont répondu à la question affirmativement, c'est-à-dire que la sentence de l'archevêque est confirmée. Notez en passant le passage que j'ai souligné. Léon XIII n'affirme pas qu'il s'agit bien des reliques de Saint Jacques, ce qu'il serait bien incapable de prouver, mais plutôt qu'il s'agit des reliques que l'on attribuait avant 1589 à Saint Jacques. Subtile différence. Le texte se poursuit. En outre, nous voulons et ordonnons qu'il ne soit permis à personne de séparer, enlever, transporter les saintes reliques ou quelques particules de ces reliques qui reposent dans le vieux tombeau et sur lequel est apposé le sceau, et cela sous peine d'excommunication latae sententiae
dont l'absolution est rigoureusement réservée à nous et à nos successeurs. Ici, plus de subtilité. Ces reliques sont saintes et qui les déplace encourt une peine d'excommunication. Qui oserait encore douter qu'il s'agit des reliques véritables de Saint Jacques? Pour mousser l'affaire, le pape accorde une année sainte un an avant la date normale de 1886. Mais cette entorse à la règle n'aura que peu de succès, avec seulement une centaine de pèlerins ayant fait le pèlerinage de Compostelle pendant ces 2 années. Les reliques n'étaient pratiquement plus visibles plusieurs siècles avant leur disparition, car le mausolée d'origine qui les abritait avait été presque complètement muré. Mais, après leur redécouverte, elles furent mises dans un reliquaire, lequel fut exposé lors d'une procession le 27 juillet 1886. Le reliquaire fut ensuite placé bien en vue dans une crypte réaménagée sous le maître-autel. Un autre événement qui va éventuellement bouleverser le pèlerinage de Compostelle est la publication en latin en 1882 d'un manuscrit de la bibliothèque de la cathédrale surnommé le Codex Calixtinus, qui traitait de divers aspects du culte de Saint Jacques et de son pèlerinage. Cette publication est le fruit des travaux du père Fidel Fita, invité à Compostelle par l'archevêque Miguel Pallairico en 1879 dans le cadre de la recherche des reliques. Ce manuscrit, probablement réalisé dans la seconde moitié du XIIe siècle, est un objet de grand luxe, exclusivement destiné à un public ecclésiastique et pratiquement oublié peu de temps après sa réalisation. Mais en 1938, l'historienne Jeanne Vieillard publie une traduction française d'une des sections de ce manuscrit sous le titre inventé de « Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle ». Le vrai titre de cette section est « De Saint-Jacques apôtre ». On y décrit, entre autres choses, un itinéraire en Espagne qui mène à Santiago, ainsi que quelques sites propres à la vénération des reliques en France. Ce livre est à l'origine de l'idée moderne qu'au Moyen Âge existaient des chemins de Compostelle, utilisés préférentiellement par des pèlerins pour s'y rendre. Ce n'est qu'en 2003 que le codex fut entièrement publié en français par Bernard Guiquel, sous le titre « La légende de Compostelle ». Ce livre met en relief les véritables objectifs des différentes sections du codex et les lecteurs auxquels il était destiné. Il ne s'adressait qu'aux autorités de Compostelle, tenues de modifier leurs pratiques religieuses, et aux moines, auxquels devaient être lus dans les réfectoires les autres sections, incluant celle du soi-disant guide du pèlerin. Ce manuscrit n'est en rien un guide touristique pour pèlerins, concept totalement étranger à cette époque. En 1900, le chanoine Duchesne, historien membre de plusieurs sociétés savantes, dont l'Académie française, conteste l'historicité des restes de Saint-Jacques à Compostelle. La contestation des reliques de Saint-Jacques le Majeur n'est pas nouvelle. Au Moyen Âge, plusieurs ecclésiastiques ont contesté leur historicité, notamment certains archevêques de Tolède, inquiets que les archevêques de Compostelle ne réclament le titre de siège apostolique pour leur cathédrale, ce qui pourrait menacer le statut de Tolède comme siège du primat d'Espagne. Des villes aussi firent la même contestation pour pouvoir se soustraire, mais sans succès, à l'imposition du vœu de Santiago. D'autres auteurs, comme Érasme ou Luther, critiquèrent le concept de pèlerinage à Santiago, mais sur une base plutôt philosophique. Le texte de Monseigneur Duchesne s'intitule « Saint Jacques en Galice ». Dans ce texte, il conteste la présence du corps de l'apôtre en Galice sur la base de l'absence de documentation entre sa mort et sa découverte 800 ans plus tard, alors que de nombreux textes d'auteurs ayant vécu dans cet intervalle nous sont parvenus sans parler des restes de Saint Jacques à Compostelle ou en Espagne. Il s'attaque ensuite sur le manque évident de preuves reliant ces ossements à l'apôtre Saint Jacques. Prudemment, il se retranche sur des indices graves non révélés, mais qui échapperaient peut-être à la compétence de l'historien. Rien n'y fera. Son approche historique de l'interprétation des textes religieux anciens le fera accuser de modernisme et son dernier livre, L'histoire ancienne de l'Église, sera mis à l'index en 1912. Mais sur le plan académique, peu de recherches portant sur Compostelle furent réalisées au début du XXe siècle. Mais Compostelle allait connaître un regain d'intérêt grâce à un promoteur improbable. Le général Francisco Franco, né en Galice, à Ferrol.
En 1934, sous les ordres de la toute nouvelle République espagnole, Franco réprime sauvagement un soulèvement ouvrier dans les Asturies. Pendant ces événements, la Cámara Santa de la cathédrale d'Oviedo est dynamitée par des extrémistes de gauche. Ce monument, aujourd'hui restauré, fut probablement inauguré par le roi Alphonse II. C'est sous son règne que fut découvert le tombeau de Compostelle. La Santa Cámara abrite la Croix des Anges, offerte par Alphonse II à l'église d'Oviedo. On trouve aussi la Croix de la Victoire, que la légende attribue à Pélage lors de la victoire de Covadonga contre les forces musulmanes en 722. En 1936, des militaires fomentent un coup d'État contre la République après la victoire du Front populaire. Franco va rapidement s'imposer comme le chef du soulèvement. Il le présentera comme une croisade, la répression impitoyable qu'il mènera aux républicains et aux communistes. Saint-Jacques a aussi été représenté comme le symbole d'une sorte de croisade, celle des chrétiens contre les musulmans dans le contexte de la Reconquista, ce qui lui valut le surnom de Matamoros, le tueur de morts, conformément à une légende qui veut que le saint apparut et mit en déroute une armée musulmane à la bataille, probablement imaginaire, de Clavio en 844. C'est à Logroño, à l'entrée de l'église Santiago del Real, qu'est le mieux représenté simultanément les deux conceptions de Saint-Jacques en pèlerin ou en Matamoros. Franco fut surnommé le Matarojos, ou le tueur de rouge. Il fut même représenté en chevalier sous l'égide du Matamoros, comme dans cette peinture de 1948. On a retrouvé partout en Espagne un grand nombre de fosses communes sur les lieux où furent massacrés les opposants aux forces fascistes de Franco. Un monument rappelant la mort de 300 républicains qui furent fusillés en 1936 se trouve à Montes de Oca, directement sur le Camino Frances. Les ecclésiastiques se rangèrent rapidement derrière Franco. À Santiago, cela se manifesta dès le 30 août par une procession du reliquaire contenant les restes de Saint-Jacques pour rappeler la victoire des putschistes. On peut douter que le pape ait excommunié les responsables de cette désobéissance à la bulle Deus Omnipotens. En 1937, Franco réactiva l'offrande de la nation, qui était une offrande du roi d'Espagne à la cathédrale de Santiago pour honorer Saint-Jacques, patron de l'Espagne. Ce don, versé depuis 1634, fut aboli par la République en 1930. Comme la guerre n'était pas terminée, ce fut un des chefs de l'armée qui fit l'offrande. Comme la guerre rendrait difficile la célébration de l'année sainte de 1937, le pape Pie XI la prolongea d'1 an. À partir de 1938, ce fut Franco lui-même qui fit le don à chaque année sainte jusqu'à sa mort en 1975. On le voit ici en 1938 devant la cathédrale avec l'archevêque de Santiago et les ecclésiastiques faisant le salut fasciste suite à la remise de l'offrande de la nation. Lors de l'année sainte de 1943, l'ambassadeur de France fit don d'un ciboire à la cathédrale. Ce cadeau avait été promis par Pétain en 1939, alors qu'il était ambassadeur de France à Madrid. Ce qui est sûr, c'est que ce ciboire était bien moche. Qu'en était-il de Compostelle en France à cette époque? En 1935, un obscur prêtre, Joseph-Marie Martin, aumônier des étudiants à Bordeaux, part en pèlerinage à Compostelle avec 3 étudiants. Pas de quoi écrire à sa mère. En 1937, Francis Sallet présente une carte des chemins de Saint-Jacques en France au XIIe siècle dans une exposition dédiée à l'art religieux et présentée au Musée des Monuments historiques à Paris. Il deviendra conservateur au Musée national du Moyen Âge. Sur quelle base a-t-il créé cette carte? Sur le Codex Calixtinus? Voici l'ensemble des lieux répertoriés dans le Codex Calixtinus comme faisant partie des chemins de Saint-Jacques dans la France actuelle. Notez qu'il s'agit essentiellement de lieux saints dont la visite est recommandée. Il ne s'agit pas d'une description d'itinéraire en tant que tel. Je n'ai pu trouver de documentation sur les sources utilisées par Sallet pour sa carte,
Mais toutes les villes mentionnées dans le codex s'y retrouvent, additionnées des principaux sanctuaires de France et intégrées dans des tracés généralement orientés sud-ouest vers l'Espagne. La plupart des chemins en gras recoupent les villes mentionnées dans le codex Calixtinus, à l'exception de 2 chemins, un longeant la côte atlantique et un dans l'est de la France et suivant en partie la vallée du Rhône. Les autres chemins en pointillés semblent indiquer des chemins de moindre importance. Cela semble laisser croire que l'auteur aurait priorisé les chemins décrits dans le codex Calixtinus. D'ailleurs, la période mentionnée, le XIIe siècle, ne serait-elle pas une référence au codex Calixtinus qui daterait de cette époque? Cette carte date de 1937, soit 1 an avant la publication en français des 4 chemins de Compostelle de Veilla. L'auteur aurait pu avoir eu un contact privilégié avec elle ou s'est inspiré directement du texte latin publié en 1882. Il aurait donc intégré au sanctuaire actuel les villes mentionnées dans le codex, puis relié entre eux ces lieux en ajoutant dans l'intervalle les villes et les villages actuels, créant ainsi une sorte de guide touristique. Cette carte a cependant le mérite d'intégrer les chemins de Compostelle du codex dans des circuits plus vastes, comme c'était vraisemblablement le cas au Moyen Âge. Donc ici, Vézelay ou Arles ne sont plus des points de départ de leurs chemins respectifs, tout comme Paris ne l'est pas du chemin de Tours, bien qu'il ne l'ait jamais été même dans le codex. Donc cette carte serait un précurseur des cartes de pèlerinage modernes, montrant l'aspect européen du pèlerinage, bien qu'on ait toujours par la suite gardé le concept de point de départ hérité du codex. La légende de cette carte semble cependant oblitérer le fait que ces sanctuaires de pèlerinage des chemins de Compostelle étaient en eux-mêmes, et depuis longtemps, l'objet de pèlerinage indépendamment de Compostelle. Plusieurs de ces sanctuaires étaient d'ailleurs plus anciens que celui de Santiago, comme par exemple Saint-Denis à Paris, Tours, Saint-Gilles à Conques. Donc, ces chemins devraient être considérés comme allant dans tous les sens, et non pas seulement qu'à Santiago. Un autre problème, c'est que cette carte pourrait être interprétée comme se basant, du moins en partie, sur la réalité des chemins de Compostelle tels que décrits dans le codex, alors que ce document n'a jamais été connu du grand public au Moyen Âge. Cette carte a très certainement influencé celle publiée 30 ans plus tard par René de la Coste-Messelière en 1967. Coste-Messelière sera le fondateur de plusieurs associations dédiées à la promotion des chemins de Compostelle en France. Ne voyez pas dans cette carte, pourtant datée de 1648, l'origine de celle de 1937. Cette carte, très répandue, est un faux, dessiné par le sculpteur Daniel Dervaux et publié en 1975 et qui s'inspire de celle de Coste-Messelière. En 1940, Joseph-Marie Martin devient évêque du Puy-en-Velay. Il sera évêque du Puy-en-Velay de 1940 à 1948 avant de devenir archevêque de Rouen et cardinal en 1965. Ses armoiries d'évêque portent le croissant de lune qui rappelle le port de la lune de Bordeaux et la coquille de Compostelle. Cela témoigne de son attachement au pèlerinage. Plusieurs auteurs pensent qu'il est à l'origine de la grande popularité du chemin du Puy en France, comme nous le verrons plus loin. En 1950 aura lieu la création à Paris de la Société des Amis de Saint-Jacques. Cette société fut fondée notamment par Jeanne Vielliard et dirigée pendant de nombreuses années par René de la Coste-Messelière. En 1951, l'Institut catholique de Paris organise un pèlerinage à Compostelle pour célébrer le millénaire du voyage de Godescalc. Quelle est l'origine de cette histoire? Tout a débuté par un article publié en 1866 dans le journal Annales de la Société d'agriculture, sciences, arts et commerce du Puy. L'auteur, Léopold Delisle, est archiviste à la Bibliothèque nationale à Paris. Il y découvre une copie d'un manuscrit intitulé De Virginate, initialement écrit par saint Ildefonse, archevêque de Tolède, mort en 667. L'œuvre aurait été recopiée par un moine, Gomez, dans un monastère près de Logrogno. Voici l'original. On y lit « Moi, Gomez, quoiqu'indigne,
prêtre régulier au monastère d'Abelda, encouragé par l'évêque Godescalc, qui, pour faire oraison, quitta la région d'Aquitaine en grande dévotion et, accompagné d'une suite nombreuse, se rendit en hâte jusqu'aux confins de la Galice pour implorer humblement la miséricorde de Dieu et le suffrage de l'apôtre Jacques. J'ai copié de bon cœur le petit livre écrit autrefois par saint Ildefonse, évêque de Tolède, à la louange de la virginité de Sainte Marie toujours vierge et mère de Jésus-Christ notre Seigneur. Mais le plus intéressant est à la fin du manuscrit. Le très saint Godescalc, évêque, a emporté ce petit livre d'Espagne en Aquitaine durant la saison d'hiver, précisément au mois de janvier, alors que s'écoulait heureusement l'ère 989, l'année 1950 dans notre calendrier. En ces mêmes jours mourut le roi de Galice, Ramire. Ceci indique que le voyage de Godescalc se fit en l'an 951, en fait en 950, ce qui correspond à la date la plus ancienne pour la visite d'un évêque étranger à Compostelle. Il semblerait que ce voyage avait d'abord un but politique, probablement pour assister à l'intronisation du successeur de Ramire, car pourquoi Godescalc serait-il parti en toute hâte en pèlerinage? Néanmoins, tout porte à croire que cette histoire ne tomba pas dans l'oreille d'un sourd et que l'évêque du Puy, Martin, a dû en prendre bonne note. Peut-être ce dernier a-t-il contribué à la diffusion de cette découverte célébrée en 1951 par ce pèlerinage? D'ailleurs, bien qu'en 1954 il était archevêque de Rouen, il participa aux célébrations de cette année sainte à Compostelle avec l'archevêque de Paris, la première année sainte après l'ouverture de la frontière franco-espagnole en 1948. Ce n'est pas la seule célébration des liens entre Compostelle et le Puy, puisqu'en 1962, l'archevêque de Compostelle se rend au Puy pour célébrer le millénaire de la fondation de Saint-Michel d'Aiguille, dont la construction avait été ordonnée par Godescalc 1000 ans plus tôt. Monseigneur Martin était présent. Tous ces liens entre ces deux évêchés et la mention dans le Codex Calicinus d'un chemin du Puy ont lancé la popularité de ce chemin, qui est devenu le chemin de Compostelle le plus achalandé en France. Mais est-ce que Godescalc est vraiment passé par le chemin du Puy 200 ans avant son évocation dans le Codex Calicinus? Nous sommes le 2 mai 2010. J'étais sous la neige sur le chemin du Puy en Aubrac, et une deuxième tempête de neige viendra le lendemain. L'Aubrac est un haut plateau à plus de 1000 mètres de hauteur. C'est une région inhospitalière, surtout en hiver, qui y est particulièrement rigoureux. Or, selon les dires du scripte Gomès, Godescalc revient de Compostelle en janvier. Il a donc dû partir en toute hâte en décembre. Il est peu probable qu'il ait emprunté le chemin du Puy actuel en cette saison. Il aurait plus vraisemblablement descendu vers la vallée du Rhône pour la descendre en bateau et se rendre en Espagne par la côte méditerranéenne. En 1965, l'année sainte suivante, l'Espagne prend une autre initiative pour la promotion des chemins de Compostelle par la donation d'une plaque qui sera placée sur la tour Saint-Jacques à Paris. Cette tour est tout ce qu'il reste de l'église de Saint-Jacques-la-Boucherie, détruite à la Révolution. On y lit: de cet endroit où s'élevait l'église Saint-Jacques de la Boucherie partirent depuis le Xe siècle des millions de pèlerins de toutes nationalités vers le tombeau de l'apôtre Saint-Jacques à Compostelle. Pour commémorer leur souvenir, M. Albert Chavagnac, président du conseil municipal de Paris, a inauguré le 15 juin 1965 cette plaque offerte sur l'initiative de la Société des Amis de Saint-Jacques de Compostelle par l'Espagne à la ville de Paris. Belle plaque, mais au Moyen Âge, les pèlerins partaient de chez eux. Le concept de point de départ de Compostelle est une idée du XXe siècle, sous l'influence du Codex, un document qui n'a connu pratiquement aucune diffusion avant le siècle dernier. Comme mentionné précédemment, Paris n'est pas mentionné dans le Codex dans le contexte du chemin de Tours. L'église Saint-Jacques n'y est mentionnée que comme ayant été fondée par Charlemagne, ce qui est d'ailleurs faux. En ce qui a trait aux millions de pèlerins qui y passèrent, nous n'avons aucun moyen d'en évaluer le nombre, mais rien ne prouve qu'il puisse s'agir de millions. En 1962, le Camino Frances est classé ensemble historique et artistique
par décret royal espagnol, probablement sous l'influence du ministère espagnol du Tourisme qui tente de développer le pèlerinage de Compostelle. À quoi ressemble le Camino Frances? Le Codex Calicinus nomme avec précision une série de villes et de villages qui forment le chemin de Saint-Jacques. Le Camino Frances actuel reprend intégralement cette constellation de points pour en faire un tracé. Évidemment, comme en France, les pèlerins espagnols partaient de chez eux en passant vraisemblablement par le chemin le plus court. Mais on peut imaginer qu'une forte proportion de pèlerins venant à pied de l'actuelle France et au-delà devaient passer par ce chemin, bien qu'au tout début du pèlerinage, ce chemin différait surtout en amont de Burgos. En 1982, une association galicienne demande à l'Europe de classer le Camino bien culturel européen. Ce qui est accepté par l'Europe en 1984, qui recommande de le faire inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO. La même année, Elinas Vanigna, curé do Cebreiro, balise le Camino Frances à partir de Roncevaux. Il sera un grand promoteur du pèlerinage de Compostelle. C'est cette signalisation qui est à l'origine des flèches jaunes que l'on retrouve tout le long du Camino Frances en Espagne. En 1987, le Conseil européen classe le Camino Frances comme premier itinéraire culturel européen. Et en 1993, il est classé comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Que se passe-t-il pendant ce temps en ce qui a trait au chemin en France? Voici une étude de cas avec le chemin du Puy, dont le premier tronçon fut structuré en 1972 dans le cadre des chemins de grande randonnée, le GR65. Le problème ici est très différent du Camino Frances, qui reprend le parcours détaillé du chemin de Saint-Jacques du Codex. Le chemin du Puy n'est décrit que par 3 points, le Puy, Conques et Moissac. Comment faire un tracé crédible avec si peu d'informations? C'est ce qu'une bande de marcheurs ont tenté de réaliser en 1972 en recherchant les indices du passage de pèlerins entre initialement le Puy et le Sauvage, tout en respectant les normes de sécurité et les possibilités d'hébergement permettant leur désignation de chemin de grande randonnée, les GR. Voici les endroits retenus comme étant des indices de passage de pèlerins en direction de Compostelle. En premier, La Roche, où subsiste une portion de route de l'époque romaine. Or, il est connu qu'au Moyen Âge, plusieurs de ces routes étaient encore utilisées tant par les pèlerins que par tous les autres voyageurs, gens de commerce, etc. Donc, même si des pèlerins passant par le Puy auraient pu utiliser cette route, cela ne constitue pas une preuve que ce chemin était emprunté par des pèlerins se rendant à Compostelle, surtout que le Puy était lui-même un lieu de pèlerinage majeur. Ensuite, un peu plus loin, dans l'église du village de Bain, on trouve une dédicace qui pourrait laisser croire à un chemin de pèlerinage. Mais pour des raisons d'accès, Bain ne fut pas intégré dans l'élaboration de ce GR. L'autre soi-disant indice est la chapelle Saint-Roch à Montbonnet. Cette très jolie chapelle fut considérée comme un indice, compte tenu que Saint-Roch a souvent été considéré comme associé au pèlerinage de Compostelle. On retrouve en effet souvent dans les églises des différents chemins de Compostelle des statues de Saint-Roch. Voici la notice que l'on retrouve sur le site des Monuments nationaux à propos de cette chapelle. Dès 1321, la chapelle est connue sous le vocable de Saint-Roch pour rappeler son passage à Montbonnet au retour de Rome. Saint-Roch est un personnage historique, né à Montpellier vers 1350, à une époque où il sévissait plusieurs épisodes de peste. Il y suivit des cours de médecine, et bien que de famille noble, il se fit moine, prit l'habit de pèlerin et partit à Rome, tout en soignant les pestiférés sur son chemin. En revenant de Rome, il est lui-même atteint par la peste. Il s'isole dans une forêt où un chien vient lui apporter de quoi survivre. Guéri, il repart, mais il est arrêté et, pris pour un espion, il est enfermé à Voghera en Italie, où il meurt en 1379. Il n'y a pas d'évidence qu'il ne soit jamais revenu dans son pays. Son culte, comme saint protecteur de la peste, daterait de la fin du XIVe siècle en Italie, où sont ses reliques. Il est donc impossible que cette chapelle ait pu lui être dédiée en 1321, 30 ans avant sa naissance, et il n'est certainement jamais passé à Montbonnet,
puisqu'il n'y a aucune évidence démontrant qu'il soit revenu en France après sa visite à Rome. L'association entre Saint-Roch et Saint-Jacques n'est pas non plus certaine, puisque certains auteurs prétendent que le culte de Saint-Roch aurait eu plutôt tendance à remplacer celui de Saint-Jacques, ce qui pourrait se comprendre à ces époques où la peste sévissait partout en Europe. Ce qui est certain, c'est que Saint-Roch n'est jamais allé à Compostelle. Son costume est bien celui du pèlerin qu'il était, mais la coquille qu'il porte n'est pas le signe d'un pèlerinage à Compostelle, car à cette époque, ce symbole a évolué pour faire référence au concept de pèlerinage en général. D'ailleurs, dans la chapelle de Saint-Roch de Montbonnet, on retrouve cette statue du saint qui porte non pas une coquille, mais deux clés, qui sont les insignes spécifiques du pèlerinage à Rome, comme la palme et l'insigne du pèlerinage à Jérusalem. À la Rochegude, sur l'étape suivant Montbonnet, on retrouve une chapelle Saint-Jacques. Mais le fait de porter ce nom n'est pas une indication qu'il s'agit d'une étape pour Compostelle, tout comme toutes les églises Saint-Pierre ne sont pas des étapes pour le pèlerinage à Rome. À Monistrol, un peu plus loin, on trouve une croix avec une représentation de coquilles et de bourdons sur le fût. Cette croix daterait du 15e siècle. La ferme du Sauvage ne présente pas d'évidence d'avoir été un lieu de passage des pèlerins au Moyen Âge. Le Sauvage fut pendant 600 ans une possession de l'hôpital Hôtel-Dieu du Puy. Il fut incorporé au GR 65 en tant que halte pèlerine parce qu'elle était depuis peu une possession du département de la Haute-Loire. Cette première section du GR, faite en 1972, se termine à la chapelle Saint-Jacques, près du Sauvage, au lieu dit l'Hospitalet, ce qui laisse penser qu'il y avait ici un hôpital, donc qu'il se trouve bien sur un lieu de passage. Mais pour qui? Pour la population locale? Pour de simples voyageurs? Pour des pèlerins allant ou revenant du Puy à 90 km? Ou ceux allant à Compostelle à 1500 km de là? Ou pour tous ces gens? Je n'ai pu trouver les détails de la genèse du reste du GR jusqu'à Conques. Dans les années qui suivirent, ce GR, de même que les autres chemins de Compostelle en France, furent complétés avec une approche semblable. Mais en 1997, probablement suite à la reconnaissance par l'UNESCO du Camino Frances en Espagne en 1993, la France présente une demande d'inscription des chemins de Compostelle en France. La description de cette demande, en ce qui concerne le chemin du Puy que je vais décrire plus loin, est tirée du livre des chemins de Compostelle et patrimoine mondial de Péricarméa et de Mollaret. J'ai été très surpris de ce qu'on y lit et j'ai bien pris la peine de vérifier ces affirmations sur le site de l'UNESCO. Je les ai trouvées intégralement sur ce site. Mais la demande concerne en fait une série de 64 monuments situés sur les 4 chemins décrits dans le codex, les cercles rouges, avec 7 ensembles de plusieurs bâtiments et lieux, les carrés bleus, et une collection de petites sections du chemin du Puy en noir. Passons en revue les différents bâtiments et sections du chemin du Puy retenus pour cette demande et les motifs évoqués. Tout d'abord, évidemment, la cathédrale du Puy, qui serait avec Chartres le plus ancien sanctuaire marial de la Gaule chrétienne. Il était en lui-même un lieu de pèlerinage où on venait révérer une Vierge noire célèbre. Dans la demande de classement de l'UNESCO, on ne fait que mentionner le pèlerinage de Godescalc à Santiago comme preuve de l'existence de ce chemin. Mais rien ne nous dit par où il est passé. La statue originale fut brûlée à la Révolution. La statue actuelle date de 1856. On trouve bien une très belle statue de Saint-Jacques dans la cathédrale du Puy. Elle date du 15e siècle, mais elle a été achetée et mise dans l'église que depuis 1990. Au Moyen Âge, la ville comptait un quartier, une rue et un hôpital nommé Saint-Jacques, mais ils ont disparu. La demande de l'UNESCO parle d'un hôtel-dieu Saint-Jacques, mais l'hôtel-dieu du Puy ne contenait qu'une chapelle du Saint-Esprit. L'hôtel-dieu est mentionné sur cette plaque de l'UNESCO avec la cathédrale, mais rien ne le rattache à Compostelle. Le premier tronçon débute à Nasbinal, très beau village, mais aucune relation avec Compostelle n'est pourtant évoquée dans la demande. Dans ce tronçon, on retrouve la superbe Domerie d'Aubrac, qui contenait un ancien monastère, aujourd'hui détruit. Il fut fondé par l'abbaye de Conques aux alentours de 1108-1125. La Domerie possédait un hôpital,
qui accueillait bel et bien des pèlerins et autres voyageurs au Moyen Âge. Elle n'a pourtant pas été retenue que comme monument associé et non pas comme monument classé à part entière. Un peu plus loin, sur le pont enjambant la Boralde, à Saint-Chély-d'Aubrac, on trouve une croix. Sur son socle se trouve l'image d'un pèlerin avec un bourdon. Où se dirige-t-il? À Compostelle? Au Puy? Ailleurs? Contrairement à la plaque de la tour Saint-Jacques à Paris, on ne parle pas ici de millions, mais plutôt d'innombrables pèlerins, ce qui correspond plus à la réalité, compte tenu que l'on n'a pas vraiment idée du nombre de gens ayant passé par cet endroit plutôt retiré. Le deuxième tronçon relie Saint-Côme-d'Olt à Estaing. On y rencontre la très belle église Saint-Côme et Saint-Damien et son clocher spiralé. Il y eut au XVIIe siècle une confrérie de Saint-Jacques à Saint-Côme qui regrouperait d'anciens pèlerins de Compostelle. On trouve aussi le couvent de Malais qui aurait été un gîte pour pèlerins au Moyen Âge. C'est encore un gîte à l'heure actuelle. À Espalion se trouve un pont datant d'avant 1269. Il comportait à l'origine 3 tours de défense. Son justificatif pour la demande à l'UNESCO? Le plus beau pont de la région. Toujours à Espalion, on rencontre la superbe chapelle de Perse qui date du XIe siècle. Elle possède un très beau tympan. Le deuxième personnage à droite de la Sainte Vierge porte l'inscription Sanctus Jacobus Episcopus, Saint Jacques évêque. Mais cela serait plutôt référence à Saint Jacques le Mineur, qui était évêque de Jérusalem. Le pont d'Estaing fut construit fin 15e et au début du 16e siècle, mais on ne trouve aucun lien évident avec Compostelle. Son justificatif s'inscrit admirablement dans le site d'Estaing, un des plus beaux villages de France. On trouve sur le parvis de l'église Saint-Fleuret d'Estaing une croix de pierre représentant Madeleine et un pèlerin, reconnaissable à son chapeau. C'est une reproduction d'une croix de cimetière du 15e siècle, pas vraiment une indication d'un lieu de passage de pèlerins. La ville de Conques fut fondée au 8e siècle. L'église date du 11e siècle. Elle abrite, depuis 864-875, les reliques de Sainte-Foy, martyrisée à Agen, suite au transfert, peut-être au vol, de ses cendres par un moine de Conques. Ce fut un lieu de pèlerinage important. Il attirait des pèlerins venant de la Catalogne jusqu'en Normandie. Il est longuement mentionné dans le Codex Calixtinus, et des pèlerins de Compostelle passant dans les environs s'y seraient certainement arrêtés. Le reliquaire contenant le crâne de Sainte-Foy est étonnant, couvert d'or et de bijoux. C'était probablement en partie une statue romaine. Le tympan de l'église de Conques est vraiment remarquable. Le pont sur le Dourdou, bâti au 14e siècle, est associé à l'église. Il est appelé le pont romain, venant probablement du mot romieux qui signifie pèlerin. Aucun justificatif, sauf qu'il s'intègre magnifiquement dans le site de Conques auquel il est lié. Le troisième tronçon n'est justifié que par la présence à Figéac d'un ancien hôpital Saint-Jacques. Il fut fondé au 13e siècle. Les bâtiments actuels datent du 15e et du 18e siècle. Il est totalement ignoré des pèlerins actuels car il n'est pas signalé par une plaque. Dans la demande à l'UNESCO, on mentionne dans cette 4e section, au Gréalou, le dolmen de Pêche-Laglaire. Mais cela n'en fait pas pour autant un monument jacquaire. Cette 5e section est justifiée par un bout de route d'origine romaine à la sortie de Bac. Mais est-ce suffisant pour en faire un itinéraire à Compostelle? À Cahors se trouve la relique de la Sainte Coiffe, ramenée de Terre Sainte. Cette relique attirait de nombreux pèlerins. Il y avait aussi un moulin et un quartier Saint-James. La seule mention de Compostelle dans le texte de la demande est la présence d'un certain nombre de tombes sous la cathédrale qui contenaient des coquilles. Le pont Valentré fut construit en 1308, mais aucun justificatif ne le rattache à Compostelle. Le 6e tronçon entre Lectoure et Condom est précédé de la célèbre abbaye de Moissac. L'abbaye Saint-Pierre de Moissac fut fondée au 8e siècle et est brièvement mentionnée dans le Codex. Le cloître de l'abbaye est remarquable, de même que la statuaire du portail de l'église. Au Moyen Âge, Moissac possédait une confrérie de Saint-Jacques,
dont les membres devaient obligatoirement être allés à Compostelle. En moyenne, entre 1523 et 1671, 4 pèlerins par an faisaient le voyage. Aucun tracé de ces pèlerinages n'est décrit, mais on pense qu'ils passaient surtout par la rivière Tarn, puis par la Garonne, puis par la mer à partir de Bordeaux ou de Bayonne. Entre Lectoure et Condom se situe l'abbaye de la Romieu, fondée en 1082 par un pèlerin allemand. Son nom viendrait de Roumiot, pèlerin en gascon. Selon le texte de la demande de certification, ce pèlerin revenait de Compostelle, mais aucun texte de l'époque ne le précise. Le justificatif mentionne seulement que la Romieu se situe sur le chemin des pèlerins qui marchaient vers Compostelle, sans apporter d'autres preuves. À Condom se trouve l'église Saint-Jacques-la-Bouquerie. Elle fut fondée avant 1380 et dépendait d'un hôpital Saint-Jacques, aujourd'hui disparu. Détruite en 1769, elle fut reconstruite en 1834. Le pont de l'Artigue à La Ressingle est cédé en 1254 à l'ordre de Santiago, qui le redonne à l'ordre français de Saint-Jacques de l'Épée. Une commanderie disparue depuis était édifiée près du pont. Avant le dernier tronçon, entre Arroux et Ostabat, se trouve la ville de Aire-sous-Adour. Le seul lien avec Saint-Jacques au Moyen Âge était un édifice clérical portant le nom du saint. On y trouve par contre la très belle église de Sainte-Quitterie du XIe et XIIe siècle, dédiée à une princesse wisigoth martyrisée. La légende veut que le superbe sarcophage paléo-chrétien qu'on trouve dans la crypte lui ait servi de tombeau. Finalement, à Ostabat se trouve la stèle de Gibraltar, fort ancienne mais non datée. Elle fut implantée en 1964 au point de jonction des 3 chemins de Compostelle en France, selon le Codex Calixtinus. En 1998, les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France furent intégrés dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, même si on peut s'interroger sur la valeur du dossier présenté. Finalement, voici quelques événements qui eurent un impact majeur sur la popularité du pèlerinage de Compostelle à la fin du XXe siècle. Tout d'abord, le pèlerinage du pape Jean-Paul II à Compostelle en 1982 et en 1989. On le voit ici en 1982 en habit de pèlerin. En 1987, Paulo Coelho, un auteur brésilien, publie Le Pèlerin de Compostelle, qui relate son expérience sur le chemin. Traduit en français en 1996, ce livre a une grande popularité en France. En 1990 est fondée l'Agence française des chemins de Compostelle. Elle anime les intervenants du bien culturel des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, tel qu'inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. En 2000 est fondée l'association qui deviendra l'Association du Québec à Compostelle, qui à ce jour a recruté plus de 20 000 membres au Québec. 2010 marque la sortie du film The Way, qui décrit l'expérience du pèlerinage avec l'acteur Martin Sheen. Finalement, en 2013, l'académicien Jean-Christophe Ruffin publie Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi, qui raconte ses tribulations sur le Camino del Norte. Cette image nous montre que le nombre de pèlerins n'a cessé de croître dans les 40 dernières années, avec des pointes importantes lors des années saintes de 1993, 1999, 2004 et 2010. Évidemment, si on compile les arrivées de pèlerins à Compostelle dans les dernières 30 années, on arrive facilement à un chiffre de plusieurs millions. Mais il faut se garder de projeter dans le passé les données du présent. On peut certes parler de millions de pèlerins dans les siècles précédents, compte tenu qu'il s'agit d'un pèlerinage millénaire, mais cela ne ferait que 1000 pèlerins par année. Il faut se méfier de l'image moderne des foules de pèlerins, comme on peut en observer dans les derniers 100 km du Camino Frances. En conclusion, notre vision des chemins de Compostelle est fortement influencée par la publication du Guide du pèlerin en 1938, tiré du Codex Calixtinus, qui fut un document pratiquement inconnu jusqu'au XXe siècle.
On a peu d'évidence de chemin de Compostelle, du moins en France. Les pèlerins partant de chez eux par le chemin le plus court et très souvent voyageant par bateau. Attribuer les différents monuments, ponts, églises et hospices portant le vocable de Saint Jacques comme autant de preuves d'un chemin de Compostelle est risqué sur le plan historique, ces infrastructures ayant vraisemblablement comme but premier de répondre à une demande locale. Les tracés actuels des chemins de Compostelle répondent à un besoin de sécurité et d'intérêt touristique. Les pèlerins du Moyen Âge allaient de ville en ville, en passant par les routes aujourd'hui désormais dédiées à l'automobile et peu adaptées aux marcheurs. Évidemment, l'existence au Moyen Âge du pèlerinage de Compostelle est incontestable. Mais est-ce que l'authenticité historique des reliques de Saint-Jacques ou celle des chemins actuels est si importante? L'expérience du pèlerinage ne serait-elle pas surtout l'occasion de vivre un moment de ressourcement personnel, de partage, de choc culturel et pour certains d'expériences religieuses, le tout ressenti dans l'effort physique et dans des paysages merveilleux? Ultreia.